j'ai commencé par la musicothérapie, parce que j'étais musicienne avant d'être psychologue. Et je voulais travailler en néonate. Et j'ai commencé par faire des stages en néonate. Et bon, c'était intéressant, mais finalement, il y avait tellement de choses que je me sentais pas vraiment si utile que ça. Enfin, et le hasard de mon cheminement a fait que j'ai eu l'occasion de faire un stage en gériatrie. Alors en plus dans un service de gériatrie qui était assez dur, dans une petite ville, voilà, que je ne citerai pas. Et je crois que du coup j'ai pris, ça a été un vrai choc pour moi, mais aussi une vraie révélation. C'est-à-dire que c'était un stage assez court, mais j'étais immergée, en plus je dormais sur place, et vraiment ça a été une révélation. Donc par rapport, le biais d'entrée c'était la musique, et c'était justement, il y avait des personnes extrêmement dépendantes, vraiment très très dépendantes. Et c'est finalement en côtoyant ces personnes pendant une semaine qu'à la fin de cette semaine, je dis je veux travailler avec eux, et c'est vraiment là que je veux travailler. Et je pense qu'après, voilà, donc bon, le cheminement a fait qu'ensuite je m'y suis intéressée, que j'ai fait des études dans ce sens-là. Et je crois que, en effet, souvent ce qu'on me renvoie, hein, c'est dur. Qu'est-ce que ça doit être dur, hein. Je pense qu'il n'y a pas une rencontre avec des amis ou des personnes que je ne connais pas, où il n'y a pas ce genre de réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille en gérontologie. Mon Dieu, ça doit être terrible, quelle horreur, etc. Et moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Je pense que je crois que je travaille. J'ai pas l'impression de travailler avec des vieux, hein, parce que pour moi ce terme est très noble, ou avec des malades. Enfin, je crois qu'il y a un moment, voilà, où je suis avec des personnes et je finis par complètement oublier leur âge, leur pathologie. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai animé un groupe d'écoute musicale. Donc j'avais un groupe d'une quinzaine de personnes, donc très âgées, hein, autour de moi. Il y avait un cercle et on écoutait. Et donc du coup, moi, donc, j'étais dans une attention flottante comme ça. Et ça fait quand même presque 20 ans que j'anime ce type de groupe. Et tout d'un coup, je regardais ces personnes et je me dis, mais elles sont toutes vieilles, c'est drôle, elles ont toutes les cheveux blancs. Et en fait, je n'en avais absolument plus conscience. Parce que finalement, c'est les personnes qui m'intéressent dans ma pratique au quotidien. C'est ce qui les intéresse, c'est leur créativité, c'est les petites anecdotes. Et que finalement, voilà, et je trouve que les personnes, justement, personnes âgées, elles sont pleines de vie parce que souvent, quand elles ont conscience aussi que c'est peut-être bientôt fini, et je trouve qu'on est dans l'essentiel. On est vraiment dans l'essentiel avec ces personnes-là. Et c'est ça qui me plaît. Et le travail auprès des patients atteints de troubles cognitifs, ce qui me passionne vraiment, et ce qui fait que vraiment j'aime travailler avec ces personnes-là, c'est qu'on est dans l'essentiel. On n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans des jugements de valeur, on est dans le vrai, hein. Et si ma tête leur revient pas, ils me disent votre tête me revient pas. Si la chemise que je porte ce jour-là leur plaît pas, elle me dit elle est moche votre chemise, mais au moins je sais aussi que si elle me dit j'aime bien faire de la musique avec vous, ou qu'en arrivant il y a un sourire, il est vraiment sincère et on est vraiment dans quelque chose de vrai, d'authentique. Et ça oblige aussi soi-même à être vraiment dans le présent, dans l'authentique, dans la relation. On peut pas faire semblant. Il y a un jour en groupe, il y a une personne, j'arrive pour animer un groupe, et puis moi j'avais des soucis d'autres choses dans la tête. Enfin voilà, j'étais en train en même temps de penser à autre chose, et puis d'une manière un peu automatique, j'ai démarré le groupe. C'était des personnes, voilà, qui étaient un groupe de musicothérapie avec des personnes très avancée dans la maladie, et donc je dis bonjour, je commence mon groupe tout en ayant ce souci dans la tête, et tout d'un coup une personne me dit toi t'es pas là. Et en effet, je l'ai pris vraiment d'une manière très très forte, et je lui dis c'est vrai, là je vous prie de m'excuser, c'est vrai que je pense à autre chose, et en effet je suis pas vraiment là avec vous, voilà. Et ça pour moi c'est voilà, c'est
c'est extrêmement riche, c'est extrêmement fort. Et des situations comme ça, on en vit au quotidien. Il faut arrêter de les cantonner en thérapeutique. Il y a des moments de thérapie, il y a en effet une pathologie, voilà, on a tous besoin à certains moments d'un accompagnement thérapeutique par un kiné, par un psy, par n'importe quoi. Mais il faut arrêter de les cantonner dans le thérapeutique. Pour moi, c'est aussi là qu'on continue à les considérer comme des êtres humains, quoi. Parce que si à chaque fois, parce qu'ils sont malades, quand on fait de la musique, c'est de la musicothérapie, quand on fait un cake, c'est de la gâteau-thérapie, quand on fait une promenade, c'est de la promenade-thérapie, enfin, c'est infernal. Et notre regard, il devient un regard de thérapeute, et eux, ils deviennent, ben voilà, c'est des malades, et on les cantonne à ça. Et pour moi, c'est vital de continuer voilà, à leur proposer une vie sociale la plus normale possible. Bon, il faut adapter des choses, c'est certain, il faut adapter, mais c'est pas parce qu'on adapte que c'est thérapeutique. J'exerce en tant que psychologue spécialisée en gérontologie. J'exerce dans un EHPAD dans le 15e arrondissement qui s'appelle la Maison Grenelle, qui est un établissement privé, associatif, congrégationniste, donc un peu particulier. Et j'exerce aussi en libéral avec des séances de musicothérapie dans d'autres établissements. Et depuis quelques années, j'anime beaucoup de formations, alors beaucoup en direction des aides à domicile, sur tout ce qui est vieillissement psychique, communication et surtout la maladie d'Alzheimer et tout ce qui peut tourner autour de la maladie d'Alzheimer. Je travaille à un équivalent 75% donc dans l'EHPAD PSA Grenelle, dans lequel j'ai une fonction donc essentiellement de clinicienne auprès des résidents. Je ne fais pas du tout de neuropsychologie, je fais uniquement de la clinique, avec un suivi des résidents. Et puis je suis aussi les familles qui ont souvent besoin d'être accompagnées, notamment pour les fins de vie et notamment pour leurs parents atteints de la maladie d'Alzheimer. Il y a vraiment un gros besoin de soutien et d'accompagnement. Je travaille évidemment énormément avec les équipes, même si notre psychologue fait les groupes de parole et suit les équipes. Comment ça se nourrit l'un l'autre en fait? Parce que finalement le libéral, vous êtes beaucoup plus, il y a plus de temps, j'ai l'impression. Oui, il y a plus de temps. Donc le libéral, en plus donc je fais donc essentiellement de la musicothérapie en libéral. C'est une autre dimension, c'est des séances que j'anime dans certaines maisons. Donc de plus en plus, en effet, vraiment dirigées vers les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou évidemment de maladies associées, pour lesquels malheureusement souvent l'animation classique et les différents suivis thérapeutiques sont extrêmement difficiles. Et c'est vrai que par le biais de la musique, on peut vraiment faire des choses vraiment extraordinaires. Voilà, et donc là, de toute façon, il faut du temps pour se mettre au rythme des personnes, pour se mettre évidemment aussi dans le rythme de l'institution. Et c'est vrai que le libéral me permet vraiment là de prendre du temps. Je pense que dans toutes les institutions dans lesquelles j'ai pu intervenir et dans lesquelles j'interviens, il y a vraiment une conscience que la musique est un médiateur vraiment formidable pour les patients. C'est aussi un médiateur finalement avec les familles, parce qu'on se rend compte que dans l'évolution de la maladie, lorsqu'il n'y a plus de langage, lorsque la communication devient extrêmement difficile, et bien voilà, nous en tant que professionnels, le médiateur musical est très intéressant, mais pour les familles aussi. Et finalement, le fait d'intégrer les familles parfois à notre travail ou de parler de l'accompagnement aux familles fait que les familles aussi parfois se mettent à chanter avec leurs parents, écoutent de la musique avec leurs parents et arrivent comme ça à se mettre dans un autre mode de communication avec le parent. Et donc c'est extrêmement riche et évidemment on recrée du lien, on recrée de la relation dans des situations souvent extrêmement compliquées. Au moins il y a une communication. Il y a une communication. Il y a un certain plaisir. Tout à fait, on est vraiment dans le plaisir, on est dans le non-verbal, dans le corporel, dans l'émotion. Et on est aussi dans la créativité. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parce que justement,
cette pathologie-là, ces pathologies-là sont vraiment caractérisées par des pertes et des pertes et des pertes. Enfin, en tout cas, on parle que de ça, souvent. Et pour moi, vraiment, ma pratique, c'est, que ce soit ma pratique clinique, que ce soit ma pratique en formation, c'est de dire arrêtons de parler des pertes. Oui, elles sont là, oui, on les a quantifiées, on les a décrites, les dossiers en sont pleins, mais maintenant, intéressons-nous à tout ce qu'il y a encore. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, des choses extrêmement essentielles, et justement, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de l'affect, tout ce qui fait aussi la personne, et soyons dans quelque chose qui soit à nouveau quelque chose de constructif. Et le fait de chanter, le fait d'improviser, le fait de créer ensemble des musiques, parce que tout d'un coup, la désinhibition a ça de positif, si je puis dire, c'est que tout d'un coup, eh bien, si on a envie de s'exprimer sur une percussion, on le fait. Si on a envie de chanter très fort, on le fait. On ne pense plus aux voisins, on ne pense plus au résultat que ça peut donner, on n'est plus dans du jugement de valeur, et tout d'un coup, voilà, les personnes sont dans une très grande créativité, et on fait des très belles choses. Et très souvent, quand j'anime des ateliers de musicothérapie avec des patients, donc même extrêmement avancés dans leur pathologie, il y a vraiment des petites... Alors quand il y a encore des mots, des petites phrases du genre « Oh là là, c'est beau, on est bon, on est très fort et visiblement du plaisir à créer quelque chose. On n'est plus dans perdre quelque chose, on est dans rajouter quelque chose. Et ça, c'est évidemment essentiel pour la personne qui est dans une faille narcissique énorme. Tout d'un coup, d'être à nouveau quelqu'un qui crée. C'est important pour elle, et c'est surtout important pour l'environnement. Parce que pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, l'environnement, c'est vraiment la chose la plus compliquée finalement à gérer dans cette pathologie. Et d'avoir des soignants qui disent « Ah, mais Madame une telle, c'est incroyable, je l'ai entendue chanter, je ne savais pas qu'elle savait encore chanter », ou d'entendre la fille de la personne qui dit « Mais c'est pas possible, elle fait partie d'un groupe, elle a vraiment participé à l'atelier de musicothérapie, j'y crois pas ». Enfin, voilà, donc à nouveau, on valorise la personne au regard de l'environnement, y compris au niveau de l'environnement des autres résidents, parce que ça aussi c'est extrêmement compliqué à gérer en institution, c'est le regard des autres, la peur des autres, et donc souvent aussi l'agressivité des autres envers les personnes malades. Et donc là aussi, eh bien, si une dame arrive à chanter, à faire des improvisations qui dynamisent un groupe, eh bien le regard des autres change. Voilà. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans ma pratique. Et j'ai par exemple un groupe d'expression corporelle en musique. Et dans ce groupe, la consigne, c'est on s'exprime librement avec son corps, on fait ce qu'on veut sur la musique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce groupe-là, je mélange des personnes qui sont atteintes, même très atteintes, et puis des personnes qui vivent dans la maison de retraite, mais qui n'ont pas de troubles cognitifs. Et ce qui est très drôle, c'est que dans ce groupe-là, contrairement à d'autres groupes où il faut plus parler, eh bien c'est vraiment le corps qui dirige. Et donc c'est les personnes les plus atteintes et les plus désinhibées qui sont leaders du groupe. Et donc on voit les autres personnes imiter les personnes atteintes de troubles cognitifs, parce que finalement elles sont beaucoup plus créatives et qu'elles se lâchent entre guillemets beaucoup plus pendant ce groupe-là. Et donc, eh bien, tout simplement, quand on imite quelqu'un, c'est que cette personne-là, elle a quand même des qualités, sinon on ne l'imiterait pas. Et finalement, à la fin de ce genre de groupe, eh bien, on voit des petits signes d'affection des uns pour les autres, et vraiment des liens qui se créent entre les personnes. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment une alchimie essentielle pour permettre à la personne d'être bien dans son environnement, d'être bien dans sa peau. Voilà, et puis de vivre cette maladie le plus sereinement possible. C'est pas simple de danser quand on est coincé dans sa tête. Hein. Complètement. Donc c'est formidable de pouvoir imiter ça, c'est une libération, c'est formidable ça. Je veux dire, là on inverse totalement complètement. les rôles. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée. C'est de pouvoir inverser. Et c'est pas artificiel. C'est pas artificiel. C'est ça l'idée. C'est pas de dire voilà, je vais le valoriser d'une manière. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là vraiment la personne, elle est complètement à l'aise. Elle est dans son rythme, elle est dans sa dimension à elle. On n'est plus
On n'est pas dans le langage, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas, voilà, on est dans quelque chose où elle est vraiment et sincèrement à l'aise. Et voilà, et ça vraiment, c'est important voilà, pour elle et puis pour tout l'entourage. Alors la question que je me posais, parce que là on voit assez bien les choses, disons, les malades entre eux, avec des soignants autour, bon, dans un cadre comme ça, mais si on se met du point de vue, disons, des familles, c'est assez troublant, c'est assez surréaliste, quoi. C'est assez surréaliste. Donc, mais c'est bien, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est juste qu'il faut faire quand même un gros effort. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il reste d'ailleurs extérieur? Est-ce qu'il y a des paliers? Comment ça marche? En fait, ça dépend un peu. Hein. C'est-à-dire que ça dépend du type de groupe, ça dépend du type d'activité. Je dirais que ça dépend aussi après de la personne malade et de ce qui se passe aussi dans la famille. C'est-à-dire que j'adapte un peu. C'est-à dire que quand je sens qu'il est vraiment important, que ça peut être riche, que la famille puisse participer à une séance, ou puisse même régulièrement participer à des séances, auquel cas on est vraiment dans quelque chose de familial. Là, je le fais. Si je sens que c'est en effet trop compliqué, soit pour la personne malade, soit pour la famille, à ce moment-là, évidemment, je ne fais pas participer la famille. Il faut que ce soit bon pour tout le monde, il faut que ça apporte quelque chose à tout le monde. Et parfois, ça peut être simplement de parler avec la famille en dehors de la séance pour dire à quel point voilà, la personne est à l'aise et aime participer, ou ça peut être aussi simplement de voir avec la famille comment elle pourrait apporter quelque chose de musical à la personne. Voilà, je dirais que c'est vraiment un peu au cas par cas, voilà, et selon les séances. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a des familles voilà, avec lesquelles je travaille et qui après amènent un lecteur de CD par exemple dans la chambre de leurs parents, qui vont faire tout un travail pour rechercher des musiques que la personne aimait, qui vont faire un peu un travail d'archéologie familiale comme ça pour apporter ça à leurs parents, et finalement ils y trouvent du plaisir aussi. Ça peut être formidable quand le parent peut encore aider à faire ce travail d'archéologie familiale. Ça, évidemment, j'essaye de favoriser ça au maximum. Voilà, et puis voilà, il y a à nouveau du lien. Parce qu'il y a tellement de familles, ça vous le savez, on le voit partout, des familles qui finissent par fuir parce que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Voilà, quand la pathologie est trop avancée, voilà, ça devient difficile. Et vraiment notre rôle là, mon rôle de psychologue, mon rôle de thérapeute, il est vraiment de maintenir ce lien et de les accompagner dans une adaptation du lien. Pour leur dire, voilà, votre parent, il est toujours là, il est différent, il a cette pathologie, il y a des choses en effet qui sont difficiles, qui ne sont plus là. Mais regardez, il y a aussi des choses qui sont là que vous n'avez peut-être jamais vues avant. Et voilà, c'est une autre facette, il y a une autre facette de votre parent qui est là. Ça peut être formidable de le découvrir comme ça, hein, même si c'est difficile. Dernièrement, j'avais une patiente qui est une maladie d'Alzheimer, qui était déjà vraiment entre le stade modéré et sévère. Et dans l'institution, elle a été accueillie vraiment d'une manière très, très positive, si je puis dire, parce qu'elle n'était pas du tout agressive, il n'y avait pas vraiment pas de problème relationnel. Au contraire, c'est une personne qui embrassait toujours tous les soignants, qui prenait dans les bras, qui avait quelque chose d'extrêmement chaleureux comme ça, qui évidemment faisait que sa vie dans l'institution était plutôt agréable. L'intégration s'est faite très rapidement, puisque tout le monde avait beaucoup de sympathie pour elle. Et au bout de quelques semaines, ces filles ont pris rendez-vous avec moi et étaient extrêmement perturbées, pas bien, et en me disant que justement, elles ne reconnaissaient pas leur mère et que ça leur posait vraiment un problème, parce qu'en fait, leur mère ne les avait jamais pris dans les bras, ne leur avait jamais fait de câlin, n'avait jamais été dans des manifestations de tendresse. C'était quelqu'un d'extrêmement sévère, d'extrêmement
et voilà, qu'elles ne l'avaient connu que comme ça. Depuis leur enfance, et que là d'arriver à 60-70 ans et d'avoir tout d'un coup une maman qui déborde d'affection, voilà, que ça les troublait énormément et qu'elles avaient vraiment besoin de trouver du sens. Voilà. Donc je les ai accompagnées pendant pas mal de temps comme ça. Ça a été pas facile, pas facile. Surtout que ces débordements d'affection étaient surtout donnés aux autres, aux soignants, aux autres résidents. Donc pour la famille, évidemment, c'était compliqué. Mais une fois que les filles avaient compris ça, qu'on avait travaillé là-dessus, elles ont pu, elles aussi, finalement, voilà, dépasser la situation, et puis du coup être à nouveau dans une communication avec leur mère, et puis du coup avec le toucher, avec du coup on a pu introduire des petites séances de massage, de manucure, enfin voilà, des choses en lien avec le corps, et du coup leur visite, voilà, elles pouvaient faire des choses pendant leur visite sans être angoissées, elles pouvaient communiquer avec leur mère et faire des choses agréables avec leur mère. Je pense que là, on est vraiment, en effet, on peut pas catégoriser. Ça dépend tellement vraiment de la personne, de ce qu'elle a vécu. Et surtout, je pense, enfin là, c'est ce que je dis, c'est mon expérience clinique, c'est la capacité de la personne à affronter cette maladie, à s'adapter à cette maladie, à ce changement. Je pense, voilà, comme pour voilà, tous dans la vie, quand on a un rhume, quand on a la grippe, quand on a quelque chose, soit on a envie de se faire bichonner, soit on trouve ça insupportable, soit on devient extrêmement irritable, soit on est, voilà, enfin on est tous, je pense, voilà, face à la maladie, et cette maladie est particulièrement voilà, difficile, et je pense que vraiment c'est aussi je vois des personnes qui finalement vivent la maladie, entre guillemets, se glissent dans la maladie, tout en réussissant toujours finalement à avoir une joie de vivre, à y trouver quelque chose de positif, le fait d'être aidé, d'être avec d'autres, enfin voilà, d'y trouver finalement leur compte, d'être dans un environnement qui leur convient. Et puis d'autres personnes qui ne supportent pas. Et donc l'agressivité aussi vient souvent à ce moment-là, c'est-à-dire d'être aidé, d'avoir des enfants qui tout d'un coup se mêlent de leurs affaires, d'avoir une institution qui n'est pas adaptée, enfin voilà, et pour certains c'est tellement insupportable que voilà, il y a aussi et forcément je pense que voilà, enfin ça a un impact sur le comportement, sur alors la personnalité évidemment, donc d'autres traits de personnalité qu'elle n'a peut-être jamais montré, mais qui vont sortir là. Ouais, je pense que c'est vraiment très très lié à la personne, à sa capacité à s'adapter à ça, et puis surtout à l'environnement. Surtout à l'environnement. Je suis allée, donc c'est vrai qu'ici, je travaille beaucoup dans des EHPAD, voilà, où il y a 50, 70, 120 personnes. On est dans des institutions assez importantes. Je suis allée dernièrement, j'ai eu la grande chance d'aller à Carpe Diem, au Québec, dans la maison Carpe Diem de Nicole Poirier. J'ai eu la chance d'y passer 15 jours. Et cette expérience-là, elle est absolument marquante dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Parce que, voilà, je n'ai pas vu, quasi pas vu, d'agressivité, de ce qu'on appelle nous les troubles du comportement, de ce qu'on peut vivre ici. Voilà, et ça c'est extrêmement troublant, c'est extrêmement ça fait plaisir aussi aux professionnels, mais je me suis aussi rendu compte que dans ce lieu-là, on parle pas d'agressivité, on parle pas de troubles du comportement, on parle même pas de démence, le mot n'est pas utilisé, on est dans voilà, il y a là des personnes qui vivent là. Elles ont des troubles, certes. On oublie complètement. On ne parle jamais de leurs troubles. On les accompagne tout simplement. Et on valorise tout ce qu'elles savent faire. On est vraiment voilà, dans quelque chose de tout simplement humain, qui est plein de bon sens. Voilà, et ça c'est vrai que c'est extrêmement troublant. Donc, voilà, l'environnement est très 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 important.
les professionnels là-bas, on dirait que on a l'impression d'être dans une famille, on a l'impression d'être dans quelque chose d'extrêmement bon enfant. En fait, il y a un professionnalisme de très haut vol, mais derrière, comme ça, une apparence extrêmement simple. Il n'y a absolument jamais de dévalorisation, jamais de petites phrases qui peut éventuellement dévaloriser la personne. On parle jamais d'un soin devant la personne, devant les autres surtout. Il y a un respect de la personne qui est absolument unique. Voilà, et pour moi, ça a vraiment tout ce que j'ai toujours imaginé, tout ce que j'ai essayé d'enseigner depuis des années. Là, pour moi, ça a pris sens à Carpe Diem, parce que le fait que l'environnement soit totalement adapté, que toutes les personnes autour des malades soient vraiment extrêmement sensibilisées, extrêmement respectueuses. Voilà, il n'y avait pas de problème. Évidemment, les personnes qui vivent là ont leur maladie, ont des difficultés avec cette maladie. Mais finalement, moi, en étant là-bas, j'avais l'impression que c'était vraiment pas un problème. Voilà, et ça a donné du sens pour moi sur l'importance de l'environnement. Il faudrait essayer de comprendre, peut-être au niveau de la formation d'ailleurs, passer par des choses très concrètes. Moi, je pense, c'est pour ça aussi que je me suis vraiment mise à faire énormément de formation, parce que pour moi, voilà, je me dis, c'est vraiment là qu'on va aider les malades. Finalement, je me dis, voilà, si je compte mes heures, je pense être plus efficace en tant que professionnelle finalement à former des professionnels qui vont après modifier leur pratique, je l'espère, à réfléchir sur leur pratique. Je me dis, voilà, peut-être que mon temps de psychologue, il est vraiment important là, parce qu'après, ça permettra peut-être d'améliorer vraiment la vie des patients, des résidents au quotidien. Je pense que c'est vraiment alors il y a la formation continue, parce qu'en effet, on est vite pris dans le rythme d'une institution, dans les situations difficiles, parce qu'il y a la maladie, il y a la mort, ça renvoie évidemment aux soignants des choses extrêmement difficiles. Donc il y a cette formation continue, et puis il y a l'accompagnement au quotidien de ces soignants. Les groupes de parole, les espaces d'échange. C'est vrai que moi je passe beaucoup de temps avec les soignants, même de manière informelle, mais à parler des situations difficiles. C'est vrai que c'est difficile quand on est fatigué, quand on est et qu'il y a une personne qui vous tape, ou qui se passe ou qu'il y a énormément de malades qui crient toute la journée, et que c'est un environnement sonore là aussi pour tous qui est compliqué. Si on peut en parler avec les soignants, si on peut les aider à donner du sens à tout ça, là on peut vraiment pérenniser des choses. Sinon, en effet, il y a l'épuisement, il y a le burn-out, et puis tout ce qui va avec après la maltraitance qui arrive au galop, parce qu'en effet, humainement, les soignants sont débordés. C'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et c'est notre rôle, mon rôle de psychologue, je pense que c'est vraiment ça, c'est de toujours remettre l'humanité au centre. C'est vraiment de dire, de les faire réfléchir, de donner du sens à toutes ces choses-là qui peuvent parfois paraître déshumanisées. Il y a une fois une soignante, et ça m'a énormément fait réfléchir, et dans mon travail de formateur, en formation, une personne qui me disait, on parlait d'un cas, je sais plus quoi, mais qui me disait, oui, mais je sais, il faut faire comme si c'était des humains. Donc, mais il y a des jours où, et donc j'ai interrogé cette soignante sur ce qu'elle venait de dire. C'est-à-dire, on était vraiment là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus un humain, mais je sais bien que pour être dans les bonnes pratiques, je dois faire comme si c'était un humain. Et donc, évidemment, donc je me dis, voilà, ça m'a fait, je me dis, mais notre boulot, il est là, il est vraiment là. C'est pas comme si c'était des humains, on est là avec des êtres humains, évidemment. Et comment, au quotidien, ne pas l'oublier. Surtout pour les soignants qui sont vraiment au pied du lit, qui sont dans le soin, qui travaillent avec le corps, qui travaillent. Voilà. Non, mais alors justement, peut-être juste deux choses. La première, c'est tout à l'heure vous parliez de fin de vie. Oui.
là, on est dans autre chose. Là. Il y a peut-être encore de la musique, mais enfin, c'est plus la même. Bon, enfin, Alors c'est vrai que là, d'autant plus, on est beaucoup dans le corps. Hein. On travaille beaucoup sur le massage, dans les institutions dans lesquelles je travaille, on fait des bains, ce qu'on appelle de la balnéothérapie. Et puis après, on travaille beaucoup si on ne connaît pas trop la personne avant, on travaille beaucoup avec les familles pour savoir ce que la personne aimait, ce qu'elle aimait faire, justement pour pouvoir proposer de la musique, des lectures par exemple, on peut lui dire des choses, on essaye de travailler avec la famille. Et dernièrement, dans l'institution où je travaille principalement, on parlait de cette question des fins de vie. Alors il y a aussi toute la dimension spirituelle évidemment, hein, et ça en ce moment à l'espace éthique on s'en occupe beaucoup, toute la dimension spirituelle évidemment qui entre beaucoup en ligne de compte, même si la personne est très atteinte justement, hein, on travaille beaucoup sur cette question en ce moment. Et finalement on se disait avec l'équipe avec laquelle je travaille que pour nous c'est presque plus simple d'accompagner quelqu'un qui a cette maladie, ce type de maladie, de trouble cognitif, parce que finalement souvent on l'a déjà accompagné depuis des mois voire des années sur un plan dans la communication non verbale. On était déjà depuis longtemps dans la communication non verbale avec cette personne, on était déjà beaucoup dans le toucher, on était déjà beaucoup dans toutes ces choses-là, alors qu'une personne qui était totalement valide et qui brusquement se retrouve dans une situation de fin de vie ou qui a une maladie, on découvre finalement comme la famille, on change un peu et puis il faut retrouver un mode de communication avec la personne. Et que finalement avec des personnes atteintes de troubles cognitifs, on était déjà dans ce type de relation avant. On était peut-être, ça faisait peut-être longtemps qu'il n'y avait plus d'échange verbal, ça faisait peut-être longtemps, voilà. Et c'est finalement un accompagnement qui se fait d'une manière assez simple, si je puis dire simple, mais qui évidemment qui se travaille beaucoup avec les équipes. J'ai de la chance de travailler avec des équipes qui sont très formées aussi au niveau des soins palliatifs, mais qui ont vraiment un mode d'accompagnement en fin de vie qui est vraiment très, très riche, très beau. D'accord. Je vous parlais de Carpe Diem tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que on se rend même pas, on pense plus à la maladie. Si on n'en parle pas, si on n'est pas tout le temps en train de parler médical et de dire où en est son trouble de la mémoire, où en est son trouble de l'orientation et où en sont ses praxis. Finalement, si on est elle a plaisir à faire ça, elle a fait de la musique, elle s'est baladée, elle a ri, on oublie le reste. Et je pense que c'est à ce moment-là, finalement, peut-être qu'on fait le meilleur travail pour eux.